Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Alors, comme vous voyez, je suis toujours au Bénin en quête, à la recherche, on va dire, des Haïtiens qui vivent au Bénin. Donc, je suis à l'espace Adjadi, donc au bord du lac, pour pouvoir réaliser ce reportage avec un homme formidable, un homme que j'ai rencontré tout récemment avec sa femme, qui sont venus s'installer au Bénin professionnellement. C'est un entrepreneur. Et il va nous dire pourquoi il a décidé de s'installer au Bénin, quelle particularité qu'il a pu trouver au Bénin et quelle est l'opportunité qu'il a pu avoir au Bénin qu'il n'a peut-être pas eu là où il était. Donc, il va parler de tout ça, nous parler de sa petite famille aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Freddy. Bonjour Freddy. Enchanté. Comment ça va? Écoute, moi ça va. Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. Exactement. Proche du lac Toho. Oui, du lac Toho. Et Mais tiens, pour moi, tu es béninois maintenant. Alors, dis-nous un petit peu là devant la caméra, où est-ce qu'on est exactement? alors, on est tout simplement dans la ville de Paou. C'est proche de la ville de Ouidah. Et Paou a la particularité d'être proche du lac Toho. Voilà, Un magnifique endroit. exactement. Vous voyez, c'est un béninois. Donc, Freddy, comme je disais tout à l'heure, tu es devenu béninois. Tout à fait. J'aime dire que je suis béninois américain. Béninois américain. Un Pourquoi? béninois de la Caraïbe. Ok, un béninois de la Caraïbe. Oui, c'est très beau aussi. Très, très, très bien dit. Alors, tu es là depuis un petit moment déjà. Bon, un petit moment pour moi, hein, parce que moi, je suis là depuis qu'une semaine. Et tu t'es installé avec ta famille. Et ce qu'il y a de plus, c'est que tu es avec tes parents. Tout à fait. Donc, ce qui est vraiment très rare. D'habitude, on vient avec son mari et sa femme. Mais là, il est venu aussi avec toute sa génération. Donc, il va nous parler un petit peu de son parcours et nous dire pourquoi il est au Bénin. Alors, est-ce que tout d'abord, peux-tu te présenter, nous dire qui est Freddy et que faisais-tu, par exemple, à Paris avant de venir ici? Ok, alors donc moi, Freddy, je ne sais pas si c'est important de le noter, mais j'ai quand même 40 ans. Je suis né en France, de parents haïtiens. J'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France. J'ai un diplôme d'architecture. Donc je suis en France, j'ai exercé la profession d'architecte. D'accord. Je l'ai exercé en tant que salarié, puis à mon compte pendant 5 belles années. Durant ce temps, donc j'ai un peu appris à me construire en tant qu'entrepreneur. J'ai appris un peu les rouages du business. Mes parents eux-mêmes sont entrepreneurs. Donc voilà, j'ai baigné un peu dans cet environnement, dans l'immobilier, la construction et l'architecture. D'accord. Voilà un peu qui je suis. Donc je suis marié, 2 enfants, un qui a 10 ans et l'autre 13 ans. D'accord. Alors, c'est vrai que pour les personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui sont mariés, peut-être c'est la femme qui est mariée avec un Béninois ou bien l'homme qui est marié avec une Béninoise. Donc, ils ont eu plusieurs raisons de se retrouver au Bénin. Mais toi, tu es marié avec une Haïtienne. Comme tu disais tout à l'heure, tu es né en France. Pourquoi cette décision de venir vivre au Bénin? Alors je pense qu'il faut reprendre vraiment tout ça à la genèse. Tu as dit vraiment que j'étais marié avec une haïtienne. Pour moi, c'était important d'être marié avec une haïtienne, avoir des enfants haïtiens. Je trouvais ça très beau. D'accord. Et puis, bon, c'est quelque chose où être haïtien, c'est avant tout être fier. On aime bien dire qu'on est le premier pays indépendant, 1804. Donc, ça fait partie de notre personnalité au final. Donc, moi, je ressens un peu cette particularité haïtienne et je suis fier d'être haïtien. On discutait dernièrement, mes parents venaient du village de Fond-des-Nègres. Pour Exactement. moi, c'est très important de le noter. Fond-des-Nègres, oui, Oui. tout à fait. Fondé-les-Bras. Exactement. Et donc voilà, j'avais cette envie de venir en Afrique parce que, non pas que j'étais pas à l'aise en France, parce que si je dois être honnête avec moi-même, je suis né en France, donc j'ai cette culture française, je l'ai clairement adoptée, et je dirais même pas adoptée parce que finalement elle fait partie de moi. Exactement. Et j'étais vraiment dans cette mouvance, et puis j'évoluais comme ça en France. Et puis même en termes de business, tout fonctionnait, je dirais. J'avais aucune difficulté, rien présageait au final que je parte. Mais
au fil du temps, en lisant des livres et puis en rencontrant et puis en regardant certains auteurs, j'ai commencé à comprendre que, bon, bah, au-delà de ma vie en France, il y a l'histoire, il y a la culture, et puis il y a la communauté. J'ai commencé à comprendre que je faisais partie d'un ensemble, il n'y avait plus que cet individu, il y avait cette communauté, et à un moment donné, on se pose la question, bah, qu'est-ce qu'on fait pour notre communauté? Qu'est-ce qu'on a accompli? Je suis aussi chrétien, et dans la Bible, on a cette phrase, Jésus, il dit... on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, la question que je me pose, c'est quel est ton fruit? Pour moi, c'est une question que tout le monde devrait se poser. J'aime reprendre aussi la phrase d'un écrivain africain qui disait que chaque personne a une mission et il doit soit l'accomplir ou soit la trahir. Et il me semble que c'est François Fanon qui dit ça. Et pour moi, c'était important justement de trouver quelle était ma mission et de savoir quel objectif je dois me donner. Et donc, dans toute cette recherche avec mon moi, je ne sais pas si là je rentre un peu, on n'est pas venu pour parler de ça. Mais... Il faut continuer parce que c'est important justement de connaître le début pour pouvoir arriver aujourd'hui à qui tu es vraiment et pourquoi tu te retrouves ici aujourd'hui. C'est ça. Et donc du coup, voilà, dans cette recherche, j'ai entrepris avec l'Église un voyage en Afrique où on est parti en 2020 au Togo, dont une journée à Ouida, à la porte du non-retour. Et à ce moment précis, quand je suis arrivé dans cet espace-là où j'ai commencé à comprendre que mes ancêtres finalement ont marché sur ce chemin et sont partis dans cette porte du non-retour sans jamais revoir leur terre natale, ça m'a fait quelque chose, j'ai ressenti des énergies, j'ai ressenti quelque chose. Et ce qui était marrant, c'était que je pensais être le seul à l'avoir ressenti, mais tous les Haïtiens, fils d'Haïtiens qui étaient avec moi dans ce même endroit ont ressenti la même énergie. Donc je me suis dit que cet endroit est spécial, mais pas juste l'endroit de la porte de non-retour, mais ce pays en lui-même. Donc déjà, il y avait ce côté-là de cette recherche, et finalement, je ne dis pas que je suis arrivé à un résultat, mais j'ai commencé à avoir un bout de la réponse. Peut-être qu'il était intéressant que je revienne ici. Mais finalement, j'ai un peu caché cette voie-là. Et je me suis dit, bon, recontinuons notre vie en France et puis on verra bien demain. Peut-être que c'est juste... C'est un ressenti, c'est une émotion. Voilà, ça va passer. Voilà, ça va passer. Malheureusement, cette petite voix a toujours été là. Et puis, j'ai eu la chance justement d'avoir une femme haïtienne qui, elle aussi, avait cette envie de revenir. Parce qu'elle aussi avait ressenti ce même sentiment. Donc finalement, c'est mieux quand on est deux et puis qu'on pense tous les deux la même chose. Là, on est sûr de la décision. C'est ça. Et malheureusement, bon, on n'est pas... Enfin, moi, je faisais du business en France. Je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de terre à terre, mais bon, il faut quand même que matériellement, ça suive avant que j'entreprenne une décision qui va impacter toute ma famille. Et donc, du coup, je cherchais quel type de business, quoi faire lorsque je vais partir en Afrique. Un jour, par hasard, des amis de mes parents ont invité mes parents au Bénin en leur disant « Venez voir un peu notre pays, venez, on va vous montrer un peu ce que c'est le Bénin. » Donc mes parents sont partis et à leur retour, j'étais étonné quand mon père m'a dit « Écoute, j'ai acheté une parcelle au Bénin. » Quelqu'un qui n'avait jamais été au Bénin, auquel avec le Bénin à part le pays Haïti et Bénin, mais qui ne connaissait pas du tout le Bénin. Il n'est jamais allé en Afrique. Jamais. Et donc, alors mon père, il faut savoir pour la petite histoire, il a 65 ans. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il était maître de lui-même? Est-ce qu'il ne commençait pas à devenir vieux? Est-ce qu'il n'était pas guidé tout simplement? Alors justement, en discutant avec lui, à ce moment-là, ça l'a fait marrer parce que, bon, il s'est dit, bon écoute, viens avec moi et tu vas comprendre. Alors, du coup, je me suis dit, bah tiens, vu qu'il me lance la pierre comme ça, là, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et tu avais déjà envie d'y aller, donc tout vraiment... Les planètes commençaient à s'aligner au final. Exactement. Et finalement, on comprend que rien n'arrive pas à hasard et que tout est un processus.
Et donc, du coup, je prends mon billet et je décide de partir avec eux pour aller voir le terrain qu'ils ont acheté, pour aller un peu rencontrer le Bénin. Et là, je commence, au-delà de l'aspect spirituel ou les émotions, au-delà de cet aspect-là, j'ai commencé un peu à m'imprégner économiquement de ce pays. Et là, j'ai senti un pays qui était vraiment dans une très belle dynamique économique. Ton âme d'entrepreneur est sortie. C'est exactement ça. D'ailleurs, je me rappelle à cette époque-là, je disais aux gens, chaque jour, j'ai un nouveau business. Je pense à un nouveau business. Tellement c'est une terre d'opportunités. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va très vite. Aujourd'hui, le Bénin est dans une transition. Je crois même que le Béninois n'en a même pas encore conscience. Ça part très vite. On a une zone industrielle qui se construit en un an. Il y a des millions de mètres carrés qui sont en train de se construire. Non, pas des millions, désolé. Je veux dire des milliers de mètres carrés qui sont en train de se construire. Des grandes entreprises de renom à renommée internationale qui s'installent. On a des réseaux routiers qui sont en train de, je dirais, multiplier par 2. Je n'ai pas les chiffres, mais on ressent que le pays est en construction. Oui, ça se sent. Et ils ont une population qui est jeune. Même l'économie, quand on veut ressentir le pouls de la ville, je t'invite à marcher dans les rues de Cotonou, même à 23h, tu trouveras toujours une boutique d'ouvert. Il y a toujours un commerce ouvert. Ça ne dort pas. Non, Cotonou ne dort pas. Oui, ils sont très, très actifs. Et donc, j'ai ressenti toute cette énergie économique. Oui, ouais. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il fallait que je trouve simplement le bon créneau. Toi. Exactement. Donc, déjà, on est dans le premier voyage. Je reviens en France, riche de toute cette expérience, en me posant la question, qu'est-ce que je vais faire? Mais dès là, je sais déjà que je vais repartir. Alors, c'est pas comme le premier voyage. C'est ça. Le premier voyage, c'était un peu pour voir comment mon père était fou. Tu es revenu en disant, finalement, je suis aussi fou. C'est exactement ça. Finalement, j'ai attrapé la même maladie. J'ai attrapé la même maladie. Et donc, du coup, j'ai déjà pris mon billet de retour. Enfin, de retour, c'est marrant qu'on dise de retour, parce que j'ai pris mon billet d'aller, mais au final, maintenant, aujourd'hui, je dirais que c'est de retour. J'ai pris un billet pour le Bénin. Et là, maintenant, je suis vraiment dans une autre démarche. Je suis dans la démarche de savoir vraiment pourquoi je veux venir ici. J'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs, pas mal de professionnels sur toutes les filières qu'il y avait, que ce soit l'industrie, parce que je savais qu'il fallait que je fasse un projet qui compte, que moi, je puisse gagner de l'argent, forcément, mais qui puisse avoir un impact aussi pour le pays. Parce que pays, bien sûr. J'étais encore dans cette idée de me dire, je suis encore dans cette idée de me dire que... Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que j'apporte à la communauté? Au-delà de l'individu, au-delà de mon moi. Et donc, en posant les questions, j'ai commencé à m'intéresser aux filières agricoles. Parce que l'agriculture, pour moi, c'est intéressant. C'est une filière qui nourrit pas mal de personnes. Exactement. Une filière qui est en devenir ici en Afrique. Surtout qu'elle est en train d'emboîter le pas de la mécanisation. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, en rencontrant tous les acteurs justement dans l'agriculture, j'ai essayé de m'intéresser sur quel type de filière dans laquelle je pouvais travailler. Et il s'est avéré, alors moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon âme d'architecte, est-ce que c'est parce que mon père aussi fait ça aussi en France. Nous en France, on faisait un peu du marchand de biens. Ça veut dire qu'on achète des biens qui sont dévalorisés et on leur redonne la valeur réelle, quoi. La valeur réelle. Et on a commencé à me parler de toutes les filières au Bénin, mais je me suis particulièrement arrêté sur la filière de l'huile de palme. D'accord. Pourquoi l'huile de palme? Parce qu'aujourd'hui, ici au Bénin, c'est une filière qui est en crise. Une filière qui a du mal à décoller parce qu'il y a plusieurs blocages, on va dire des blocages institutionnels, des blocages au niveau de la société. Mais tu pouvais pas, en fait, tu n'as pas imaginé 5 secondes comme c'est justement une filière qui est en pleine crise. Donc, tu t'es pas dit, je prends un risque. Est-ce qu'il faudrait pas que je prenne quelque chose où je suis sûr que ça va marcher, qui fonctionne, je vois qu'il fonctionne, au lieu de choisir quelque chose qui était justement à risque? Alors, c'est une très bonne question. Je te dirais simplement que je pense que si j'étais né à l'ère des pirates, j'aurais pris un bateau, je serais parti loin.
Parce que moi, le risque, c'est qui Qui te fait vivre. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que exactement. J'ai jamais vu le risque comme étant une fin en soi ou une problématique. J'ai toujours vu le risque comme un moyen de me dépasser, et en plus la satisfaction quand tu as dépassé ce risque-là, c'est énorme. Ça procure un bienfait. Si tu as l'habitude d'aller, je sais pas moi, à la foire du trône, tu fais les montagnes russes, tu te sens bien. C'est ça. Après, bon. Marcher sur l'eau, quoi. C'est presque ça. Alors, bien entendu, c'est assez égoïste et c'est individuel. Mais en tout cas, au-delà de cette dimension, moi, le risque ne m'a jamais arrêté. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est parce que... C'est important d'avoir son petit côté fou et savoir... on va l'appeler comme ça. C'est très, très important. Petit grain de folie. Voilà, ce petit grain de folie. Et justement, ça a été un peu ça. Parce que, alors, même si je vais appeler ça grain de folie, il faut imaginer, dans les années 70, ici au Bénin, le Bénin était leader en termes de palmier à huile. Qu'est-ce qui fait que ça a périclité comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette crise? Est-ce que tu as justement cette réponse? Tu as eu cette réponse? Alors oui, à des recherches? tout à fait. J'ai identifié la problématique et elle est la suivante. Nous, en Afrique, on s'est reposé sur nos acquis. En Haïti, c'est exactement le même schéma. On a un pays, et je fais le parallèle, on a un pays qui est premier producteur de canne à sucre, premier producteur de cacao. C'était, en parlant d'Haïti, l'île qui était la plus, comment on appelle ça, faudrait que tu m'aides, l'île qui était la plus, bon, en tout cas, qui produisait le plus de matières premières et qui apportait le plus de richesses. Et on avait cette même dimension là ici au Bénin. Et quand on a cette position-là, on a l'impression qu'on est intouchable et inarrêtable. Donc, on reste sur ses acquis. On reste sur ses acquis. Entre-temps, quand toi tu évolues, il y en a un autre à côté qui évolue. Bien sûr. Au même moment, tu as la Malaisie, l'Indonésie, qui ont demandé une graine au Bénin en leur disant « Nous, on veut cette graine-là, on veut l'installer là-bas en Asie. Donc là, tu es dans les années 1950. Et l'année 1950-1960, l'Afrique, le Bénin, a le leadership au niveau de cette filière. Et sans crier gare, l'Asie arrive. 1970, eux ont déployé les gros moyens. Tracteurs, plantations industrielles, ils ont mis les efforts qu'il fallait, les engrais qu'il fallait, etc. Pendant que nous, on dormait. Nous, à ce moment-là, bon, je suis triste de le dire pour le Bénin, mais on faisait de l'huile de palme en écrasant les graines avec nos pieds. Pendant qu'eux inventaient des machines pour pouvoir broyer l'huile de palme et pouvoir produire de l'huile. Donc, c'est pour te faire comprendre que nous, on s'est reposé sur nos acquis. L'Asie, elle, commence à produire de l'huile de palme à outrance. Stratégiquement. Alors maintenant, économiquement parlant, à partir du moment où tu arrives à produire ce produit à moindre coût et en grande quantité, forcément que les prix baissent. Donc, la concurrence est rude. Alors, la loi du marché est telle que c'est le libre échange, le commerce. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les clients se détournent du Bénin pour aller en Asie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que cette filière puisse se reprendre en main, se poser des questions, ils sont restés encore sur leurs acquis. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, il y a de moins en moins de clients, la filière apporte de moins en moins d'argent, mais maintenant, les acteurs de la filière commencent un peu à tirer la gueule. Maintenant, c'est-à-dire que chacun commence à se dire comment grappiller le reste qu'il y a. Et donc, cette filière a commencé à partir des années 70 à se taper dessus, à essayer de savoir qui a tort, qui a raison, qui a mal gouverné, etc. On arrive à un moment donné où la filière s'est complètement effondrée sur elle-même. Oui. Parce qu'il y a eu l'émergence d'un nouveau marché. Et ça, c'est une problématique qu'on voit dans beaucoup de pays africains, la remise en question. On n'est pas capable des fois de s'analyser et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, on a une filière qui a tout le potentiel de devenir une grande filière parce que avant cette crise au Bénin, le Bénin c'est, je ne vais pas dire de bêtises, 500 hectares de palmeraies. C'est pas rien 500 hectares. Donc ça veut dire qu'en fait la structure de cette filière est déjà organisée. Mais elle est inactive. Elle est comment on appelle ça? Sommeil. En sommeil. Je voulais même parler
des tas de morts, parce que pour moi, il y a vraiment cette image-là. On est dans le coma. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est mort, cette filière est morte, et puis elle vit là comme ça, en assistance respiratoire, en assistance de plein de choses, etc. Et je me suis dit, bah tiens, Freddy, ce sera intéressant de voir comment tu peux relever, réanimer, coup d'électrochoc. Oui. La force que moi j'ai par rapport au Béninois qui lui est né au Bénin, c'est que si tu poses la question à un Béninois à la filière du palmier à huile, il te dira secteur très compliqué. Et encore une fois, je vais refaire un parallèle à Haïti. On est arrivé à un moment, un contexte avant 1804 où l'Haïtien qui était né en Haïti, on va appeler ça donc le créole, lui, connaissait l'armée française. Il voyait la force de frappe de l'armée. C'est-à-dire que si on lui dit un jour, oui, on va entreprendre une révolution, je pense que le créole dira, c'est impossible. On n'a pas les moyens logistiques, on n'a pas l'armée, on n'a pas les armes, on ne peut pas le faire. Psychologiquement, on était déjà battus. Oui. Alors que ces nouveaux Africains qui arrivaient par bateau en Haïti, qui eux n'acceptaient pas du tout cette condition, eux n'étaient pas dans cette mentalité parce qu'ils ne connaissaient pas de quoi l'armée française était capable. Ils n'étaient pas nés dedans. Non. Donc eux, ils se disent tout simplement, bah écoute, nous, on s'enfuit. Ils deviennent donc les nègres marrons et ils ont l'impression qu'ils peuvent se battre contre l'armée française. Moi, aujourd'hui, on me dit ça, je serais comme les créoles, je dirais non, mais on n'y va pas. On ne peut pas le faire. Les gars, vous avez regardé, les gars, ils ont telle puissance économique, ils ont telle puissance militaire, on n'y va pas. Mais eux, ils étaient un peu déconnectés de cette réalité. Et du coup, ils avaient cette vibration, cette énergie qui leur disait bah, « Non, tu es tout à fait capable de le faire ». Et donc, ils ont entrepris cette révolution en 1804 et ils y sont arrivés. Et moi, si tu veux, je viens dans le même contexte. On a le Béninois, lui, qui a vu qu'est-ce qu'était cette filière. Il a subi toutes les crises, tous les chocs, il les a vus. Donc, il se dit « N'y va pas ». Moi, quand j'ai posé la question, les gens me disaient « Freddy, n'y va pas ». Et moi, je leur dis, bah non, je comprends pas. Je vois ça. Il y a toutes les cartes en main. Je me dis qu'il y a toutes les possibilités pour en faire quelque chose de beau. Et pire encore, les deux pays limitrophes, notamment le Nigeria, et puis, bon, je veux dire, la Côte d'Ivoire, c'est pas limitrophe, mais bon, à côté, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ils y arrivent. On a la même terre, le même soleil, la même population. Pourquoi pas le Bénin? Pire encore. La production d'huile de palme est inférieure à la demande. Tu vois, au Nigeria, ils consomment... Alors, je te parle juste du Nigeria pour que tu comprennes un peu la situation. Le Nigeria consomme 3 milliards de litres par an. Alors, c'est pas 3 milliards, désolé, c'est 3 millions. Le Nigeria consomme 3 millions de litres par an. Ils en produisent 1,5. Comment ils font pour les 1,5 restants? Comment ils font, justement? Ils ne peuvent que importer de l'huile de palme. Ils en apportent au Bénin, ils en apportent au Ghana, ils en apportent en Côte d'Ivoire et pire encore, ils en apportent en Malaisie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'huile de palme. Donc quand les gens me disent que c'est une filière qui est en crise, je rigole. Pas vraiment. Parce que je me dis, c'est bizarre, la demande est là, Elle est là. c'est simplement on ne sait pas le produire. Exactement. Bon. Donc, une fois que tu as réglé le problème de la production, tu règles le problème de la filière. Parce que la demande est là. Et pire encore, on est dans un contexte économique et politique où chaque pays se veut comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Chaque pays doit être autosuffisant. Okay. Et donc, ça veut dire qu'on doit être sûr d'avoir assez de blé. Et moi, je dis blé, c'est bon. Je dirais que c'est une aberration ici en Afrique, mais passons. On a besoin du blé. Mais je dirais que c'est pas une matière première que nous, en Afrique, on utilise. Oui, c'est plutôt en Europe. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des cultures de blé. On essaie d'avoir des cultures de cacao, ou peu importe la culture. On essaie d'être autosuffisant et de ne pas importer, sachant que, encore une fois, je le redis, l'huile de palme, le palmier à huile, est originaire ici du Dahomey, du Bénin. Donc maintenant, quand on me dit qu'on va le chercher là-bas en Asie, c'est pas normal. Aberration complète. Donc maintenant, aujourd'hui, tu comprends que moi, ma problématique pour entrer dans cette filière, c'est de savoir comment je vais relancer l'appareil de production. Alors justement,
tu es là depuis un petit moment, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu as commencé, tu as mis la main à la pâte. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Et est-ce qu'il y a eu de l'avancement? Et surtout, est-ce que c'est positif? Alors, c'est une très bonne question. Justement, ça va me permettre de parler un peu de notre société. Aujourd'hui, on a créé 2 marques. Ces marques ont été créées, ça fait 1 an, parce qu'elles ont été créées en février 2023. On a une première marque, en fait, qui s'occupe essentiellement d'entretenir les exploitations agricoles. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on a compris le principe, on sait qu'au Bénin, ils ont du mal à produire. Donc nous, on a une première société qui va être capable d'accompagner chaque producteur. Donc là, on travaille pour des coopératives, pour des clients privés. On accompagne les producteurs à se mécaniser et à pouvoir entretenir leur exploitation agricole. L'idée, c'est de se tourner vers les clients qui ont des grosses exploitations, des 10 hectares, des 20 hectares, 30 hectares, qui ne peuvent pas se gérer à la main. Nous, on a les machines pour accompagner ces producteurs. D'accord. Et bien entendu, on utilise aussi ces machines pour nous. Parce que notre deuxième marque, c'est la marque transformation d'huile de palme. Donc en gros, on a une société qui va s'occuper à la production des palmiers à huile et une deuxième société qui va s'occuper à la transformation des palmiers à huile. Parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Parce que j'ai eu plusieurs exemples de personnes qui ont installé des grosses unités de transformation, mais ils avaient une problématique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à récupérer la production. Pourquoi? Parce que ici, cette filière n'est pas organisée. Malgré qu'il y a autant d'hectares de palmiers à huile, il faut aller chercher chez le village du coin, chez la coopérative du coin, bref, il faut réunir tous ces mecs-là et ensuite, une fois que tu as tout ça, il faut maintenant faire venir la matière première dans ton unité. Donc, c'est-à-dire que ton unité aujourd'hui peut fonctionner à 30, à 20, 30, 40%. Mais une usine ne peut pas fonctionner à 40%, tu es en perte après. Donc, nous, on s'est dit que la première chose qu'il fallait faire, c'est maîtriser la matière première. Le conseil que je vais donner à ceux qui voudraient s'installer dans les pays en Afrique, il faut systématiquement contrôler la filière. Si tu t'installes, il faut que tu regardes comment on produit et comment j'achemine, quels sont les outils logistiques que j'ai pour pouvoir transformer mon produit. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Et donc, nous, on s'est dit, ici au Bénin, il n'y a pas la partie logistique et productivité. On va la créer nous-mêmes. D'accord. Et donc, je vais maintenant m'étendre sur cette première marque parce que c'est celle-là qu'on a vraiment commencé. La deuxième étant en construction. Donc là, l'unité de transformation, on a acheté la parcelle, on a commencé à monter la clôture, mais on n'a pas encore transformé. D'accord. La première marque, qui, elle, consiste à entretenir les exploitations agricoles, aujourd'hui, on a fait pour 120 hectares de clients en termes d'exploitation, en termes d'entretien, et on a pris nous-mêmes 60 hectares en exploitation. Ça veut dire que j'ai 60 hectares en production de palmiers à huile et j'ai 120 hectares de prestations que j'ai réalisées auprès de clients. Auprès des clients. Et nous, ça nous a permis de faire un test, en fait, tout simplement. Parce qu'on s'était dit, on a 2 solutions à apporter ici au Bénin. C'est soit on le fait par le biais de prestations agricoles. Je viens, je te fais un devis, ça va te coûter tant. Mais je sais que la prestation agricole que je vais faire va t'aider à augmenter ta productivité. Du coup, comme ta productivité va augmenter, j'utiliserai ta matière première pour moi-même la transformer. D'accord. Ça, c'était le premier test. Le deuxième test, c'était de se dire, je prends moi-même la production et j'essaie de voir comment je peux en tirer profit. Et on a regardé que finalement, l'outil qu'on avait qui était le plus important, l'effet de levier qui était le plus important, c'est quand nous-mêmes, on prenait en exploitation une palmeraie. D'accord. Toujours dans l'idée de marchand de biens, tu sais, je t'ai expliqué que j'aime bien prendre quelque chose qui est cassé voilà, et que je revalorise. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, on a pris une exploitation qui faisait 450 hectares et eux produisent à l'année 140 tonnes. Je reprends. On est rentré dans une exploitation, les mecs ils ont 450 hectares et ils font 140 tonnes à l'année. Nous, on leur a dit, donnez-nous simplement 60 hectares. Bien sûr, on a négocié, etc. Et on a validé le contrat. Donc, les 60 hectares, en 2 mois, on a fait une production à la fin février, on était à 85 tonnes. Je vais t'expliquer qu'eux ont 450 tonnes et ils ont 450 hectares et ils ont fait
140 tonnes. Nous, en 2 mois, on a fait 85 tonnes avec 60 hectares. Que vous aviez. C'est ça. Donc, tu comprends que, en fait, tout est à faire et il ne tient qu'à nous, en fait, de relancer cette filière. Exactement. Donc voilà, en fait, j'ai un peu présenté les 2 sociétés. Tu as donc la première marque qui est fait essentiellement de l'entretien. Où on a compris que là, finalement, on va s'étendre un peu. Là, on rentre, si tu veux, dans la phase 2 de notre projet au niveau de cette première marque. C'est que maintenant, on va s'étendre. On a vu quel modèle était le mieux. Aujourd'hui, la capacité qu'on voudra atteindre, le volume qu'on voudra atteindre, c'est 1000 hectares. On a commencé avec 60. Là, maintenant, on doit grandir pour atteindre le chiffre de 1000 hectares. C'est vraiment horizon fin 2024, début 2025. On doit être dans ces paramètres-là. Alors, une dernière petite question. Est-ce que c'est difficile pour un Haïtien de créer sa boîte au Bénin? Alors, c'est une question très intéressante. On va déjà parler du volet institutionnel. Aujourd'hui, je ne vais pas... si, je vais le faire. Je vais le faire. Ose. Je vais parler du bien, en bien du président Talon. C'est que pour moi, qui est né en France et qui a l'habitude des institutions françaises, je trouve que le Bénin essaye, avec ses moyens, de devenir sérieux au niveau de l'administration. D'accord. C'est très important. C'est hyper important. Moi, je vais t'expliquer. J'ai créé ma boîte en 48 heures. C'est pas une blague. Wow. C'est pas une blague. Ils ont mis en place un dispositif où, sur Internet, tu montes ton dossier, tu envoies tes documents, tu crées ta société. Très rapidement, et pareil, on parle quand même du thème haïtien au Bénin. Moi, quand je dis aux gens que je suis haïtien ici au Bénin, les portes s'ouvrent. J'ai des anecdotes, notamment à la banque. Je voulais ouvrir un compte bancaire. C'est un peu la difficulté justement du pays, c'est qu'ils ont leur code et ils ne veulent pas sortir de leur code. Je voulais ouvrir un compte bancaire. J'étais entrepreneur, mon père était entrepreneur. Si tu veux, nous, quand on est entrepreneur, on a des bilans de société. Bien sûr. Et j'estimais que nos bilans étaient très bons. Je pensais, d'ailleurs même, j'avoue, je pensais que j'allais montrer mes bilans. Les mecs allaient, ok, on ouvre le compte, on signe et on commence demain. Bah non, c'était pas ça. Les mecs nous disent, est-ce que vous avez des fiches de paye? Bah non, on est entrepreneur. Non, mais est-ce que vous avez des fiches de paye? Mais tu comprends pas, on est chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, on est payé soit par des dividendes, soit par une rémunération, enfin, par les bénéfices, etc. Bref, on ne peut pas te fournir des fiches de paye. Donc, on fait une première banque, refusée. Deuxième, d'ailleurs, je suis parti à la Société Générale, ça aussi, c'est une anecdote importante. Je vais à la Société Générale parce que je me dis que c'est une banque française. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre et que tout va bien se passer. Bah, c'est les premiers à m'avoir dit, écoutez les gars, nous, on ne bouge pas, tu n'as pas de fiche de paye, tu dégages. Ah ouais. Bon. Du coup, j'ai fait beaucoup de banques comme ça et j'en ai rencontré un où il m'a donné l'occasion de me présenter et d'échanger avec lui. D'accord. Et au départ, moi, je pensais qu'être français allait faire la différence ici au Bénin. Mais j'ai rencontré... Alors, je ne vais pas dire de la résistance, mais tu sais, en ce moment, on est dans un climat où, il ne faut pas se mentir, on est dans un climat un peu anti-français. C'est vrai. On le ressent. Tu as beaucoup de pays africains avec le contexte que tu connais. Il y a ce côté-là. Donc, quand je lui dis français, je lui montre mon passeport, il me regarde, il ne bouge pas. Ça lui fait ni chaud ni froid. Et là, je commence à dire, bon, en fait, je suis haïtien. Voilà. Dis au moins le mot. Je lui dis que je suis haïtien. Là, que sa position change. Et là, il m'écoute. Il me dit, ah, vous êtes haïtien. Ah, c'est intéressant. Bah, je connais des haïtiens. Et là, la discussion se détend. S'ouvre et tout, ouais. Et le mec, il me dit, bon, je n'aurais pas le dire à la caméra, mais il me dit, écoute, Freddy, on va t'ouvrir ton compte. Je dis, ouais, mais j'ai pas ça. Je pensais que je m'en fiche. Ouais, mais j'ai pas ça. Il dit, attends, bouge pas. Il appelle quelqu'un, prends son passeport, fais ton truc, etc. Je dis, ah, mais je peux ramener mon passeport. Ah, bon, bah, tu le ramèneras demain, mais on va t'ouvrir quand même. J'ouvre mes trucs, etc. Il a pris mes parents, il nous a pris le compte. Je repars de son bureau, mon compte bancaire est édité, j'ai mon RIB, etc. Parce que je lui ai dit que j'étais haïtien. Wow. Donc, au niveau des banques, effectivement, on pourrait avoir des blocages. Mais on comprend que les gens sont prêts à aider quand tu leur expliques que tu viens d'Haïti voilà. et qu'ils savent que c'est leurs petits frères qui viennent. Leurs petits frères qui viennent, donc c'est cet esprit de voilà, on a envie de les protéger. Exact. Voilà, c'est nos bébés et ça on le ressent. C'est très important et même toi ça t'aide à aller plus loin encore. Aller plus loin, exactement. Et donc ça c'est la partie institution bancaire et puis pareil, je t'ai expliqué qu'au niveau de l'État,
tout est assez bien organisé, les impôts. Alors, bien entendu, c'est un pays en développement, donc forcément, tout n'est pas encore bien calé. Bien sûr. Mais moi, je retrouve un peu, si tu veux, les balbutiements de quelque chose qui veut se structurer. Et ouais. Je vais au service des impôts, bah ok, on prend mon numéro IFU, et puis, bah tiens, vous devez payer tel type d'impôt, très bien, monsieur, et tu payes. Donc ça, à ce niveau-là, au niveau institutionnel, je te dirais que tu ne devras trouver aucun blocage. D'accord. Et il y a toujours moyen d'eux. Je vais expliquer un blocage qui est important, et je pense que c'est important d'en faire part ici au Bénin. Si tu veux acheter des terrains en ville, il n'y a aucun blocage. Tu as le droit d'acheter le nombre d'hectares que tu veux. Je dis hectares, mais je sais très bien qu'en ville, tu n'achèteras pas des hectares parce que ça coûte trop cher. Bon. Maintenant, si tu as un projet d'exploitation agricole, ici au Bénin, ils ont fait une loi que je trouve très très bien. C'est que tu ne peux pas acheter plus de 2 hectares si tu n'es pas béninois. D'accord. Si tu n'es pas béninois et que tu viens acheter des terrains et que tu voudras faire tes papiers, etc. à la mairie va te regarder, va te dire non monsieur, est-ce que vous êtes béninois? Ah bah non. Mais si tu es marié avec un Béninois? Bon, je dirais que ça change la donne, mais j'ai un peu... Je veux dire, alors, je connais pas, je vais pas m'avancer. En tout cas, si tu le fais à ton nom propre et que tu mets que tu es pas béninois, D'accord. tu ne pourras pas l'acheter. Ok. Bon. Mais, et donc, une personne de la mairie à qui j'étais un peu en déboire en me disant mais non, je peux pas acheter au Bénin, comment je peux faire? Moi, j'ai un projet d'exploitation agricole, etc. Il me dit c'est marrant parce que j'ai un autre Haïtien qui, lui, veut acheter beaucoup d'hectares. D'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer cet Haïtien que je ne connais pas. Qui veut acheter, je vais dire le nombre d'hectares, il va acheter 40 hectares dans la région où moi je suis. Et il me dit, même moi je suis en galère avec lui parce qu'il a déjà tout payé, il a déjà tout fait, mais administrativement, juridiquement parlant, je ne peux pas valider son dossier. Et donc, on a réfléchi ensemble, parce qu'on lui a dit qu'on était haïtien, etc. On a réfléchi ensemble comment on pouvait faire. Et la stratégie qui est très simple, c'est d'ouvrir une société de droit béninois. Parce que là, du coup, c'est ta société béninoise qui achète le terrain. Qui est, voilà, bah oui. Donc, c'est des mécanismes que tu pourras trouver pour pouvoir évoluer. Et bien sûr que tu vas trouver des blocages. Comme dans tout, hein, même c'est ça. À l'extérieur aussi, c'est... Je te dirais qu'à partir du moment où tu es entrepreneur, que ce soit en France ou en Afrique ou peu importe où tu es, c'est à toi de te démener pour faire fonctionner ta boîte. Je te dirais que tu peux trouver les mêmes blocages en France, et je dirais même en France, à partir du moment où c'est bloqué, ce sera très difficile pour toi de débloquer la situation. Ici, tu restes en Afrique, il y a toujours des moyens de débloquer une situation. Donc, ce contexte-là, je le trouve pas mal. L'autre contexte qui est assez intéressant, particulièrement au Bénin, mais je te dirais, tu peux le trouver dans d'autres pays africains, mais en tout cas, au Bénin, c'est ce qu'ils essaient de faire. La partie institutionnelle est assez importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te donner une vision et une directive pour ta société. Et le gouvernement essaye aujourd'hui de lutter contre la corruption. Et le parallèle que moi je fais, c'est que quand tu pars au Togo, tu te fais arrêter à chaque coin de rue par un policier. Et le policier va te demander de l'argent. Alors, c'est pas que forcément il veut t'extorquer de l'argent, je ne veux pas dire ça comme quelque chose de malsain. Mais tu sais que si tu te fais arrêter, tu es susceptible de sortir de l'argent à 90%. Ici au Bénin, personne ne t'arrête. Pareil, si quelqu'un te demande de l'argent sous table, déjà il ne va pas te le demander clairement. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Exactement. Donc, si tu veux, il y a ce côté-là où c'est très timide et il faut y aller doucement. Et qui dit timide et doucement, c'est-à-dire que les montants ne sont pas, au final, mirobolants. Ouais, bah oui. C'est trop de risques sinon. C'est trop de risques. Donc, si tu veux, ce contexte-là fait que c'est très important pour t'aider à savoir est-ce que ce pays est bon pour lancer ton business. Donc, pour moi, en ce sens-là, le Bénin, c'est fantastique. Donc, j'ai dit, milieu bancaire, ils ont des institutions qui sont assez solides. Institutionnellement parlant, ça fonctionne. Et économiquement parlant, le Bénin, c'est une population jeune, une population que je le disais au début de l'interview, c'est quelque chose qui, économiquement, ils sont actifs. Ouais. Les routes sont en train de se créer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, je pense que le Bénin, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment le pays où aujourd'hui, je dirais qu'il faut investir. Voilà, surtout pour nous, les Haïtiens. Surtout pour nous, les Haïtiens. Alors, justement, comme je disais tout à l'heure, tu es arrivé ici tout seul. Ta famille n'était pas encore venue s'installer au Bénin. Ils sont arrivés en juillet 2023. Juillet 2023. Femme, enfant, tu as 2 garçons. Et comment ça s'est passé pour eux, cette transition? Parce que
de Paris au Bénin. Et c'est pas juste aller en vacances, mais c'est vraiment rester, habiter, prendre le rythme du Bénin, les habitudes du Bénin. On dit qu'au Bénin, il y a tellement de codes. Donc, il y a des personnes qui sont là depuis des années qui n'ont pas encore acquis tous ces codes. Alors, comment ça se passe pour vous, familialement? Question très intéressante parce que justement, ça peut aider plus d'un. Moi, c'est assez particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis marié avec une Haïtienne. Donc, pour moi, on était dans la même optique de revenir ici en Afrique. Donc, moi, quand j'étais au Bénin, j'ai ma femme au téléphone qui me disait toujours quand est-ce que je ramène mes valises? Peu importe le pays où je vais, hein, je peux aller au Sénégal, etc. Quand est-ce que je mets mes valises? Donc, si tu veux, elle me mettait un peu la pression. J'ai été un peu dans ce sentiment de bon, faut que j'aille vite parce que là, ma femme, elle commence à me casser les pieds. Il faut que je trouve quelque chose. Ouais. Donc, à ce niveau-là, c'était assez simple parce que quand ma famille m'a rejoint en juillet 2023, ma femme était déjà dans cette optique-là. Bon, bah, je vais commencer à me familiariser avec le pays, à m'installer, à prendre mes codes, mes marques, etc. Donc, elle était... Psychologiquement, elle était déjà là, quoi. c'est ça. Mm. Et ça aide parce que si tu Beaucoup. ne mets pas, bah, c'est très compliqué pour toi de prendre le pli dans ces pays parce que c'est notre mode de vie. On ne va pas se leurrer et c'est notre manière de faire. Donc, il faut que tu prennes le pas. Pour les enfants, ça a été très, très, très compliqué. Moi, pour la petite anecdote, c'est assez triste de le raconter comme ça, mais mes fils le savaient depuis 3-4 mois qu'ils allaient partir de France. Et à un moment donné, j'ai un de mes frères qui pose la question à mon fils en lui disant tu sais que tu vas partir et tout, etc. Et il lui dit de manière détendue oui, je sais, etc. Et puis tu as une larme qui commence à couler. C'est sérieux parce que, en fait, pour lui, l'Afrique, C'est comme c'était une punition. l'autre en fait. monde. Ouais. Lui, il a eu une image d'Afrique où il voit les habitations en paille, des gens qui marchent pieds nus, qui sont pas complètement sur eux, qu'ils appellent la pluie et le tonnerre avec des incantations, etc. Il se disait que c'était un peu un pays mystique où c'était pas comme le sien. Mhm. Il avait vécu en France, il connaît que la France. Et donc, quand je lui ai dit qu'il allait partir en Afrique, donc si tu veux, j'ai dû refaire tout ce travail. J'avais fait avant parce que bon, je suis un peu dans cette mouvance africaine pour inculquer l'Afrique à nos enfants, le Oui, on est paradigme une africain. vraie vie, vraiment. Une éducation, alors c'est pas une éducation africaine, mais en tous les cas, une culture. Que ça reste en filigrane derrière en leur disant, bah écoute, tu es africain, n'oublie pas. Mhm. Et donc, malgré l'éducation que j'avais donnée à ce moment-là, je me suis dit, bah, malheureusement, je vais l'intensifier. Je vais aller un peu plus, en leur montrant des vidéos de l'Afrique, en leur parlant de l'Afrique. La petite anecdote, je suis désolé, je fais un peu long, mais la petite anecdote, c'est que on est à l'école et mon fils, il vient me voir, il me dit, on parle de, comment on appelle ça, de la nourriture de chaque pays. Et on leur dit, bah voilà, en Europe, voilà ce qu'on a l'habitude de manger. Donc tu vois une belle table avec une belle nappe, c'est bien structuré. Et puis la table, elle est pleine. Il y a des croissants, du lait, du miel, etc. C'est vraiment un pays où... Le roi, quoi. On mange roi. Et puis on te met la même image en Afrique, par contre, au Soudan. Qu'est-ce que mangent les Soudanais? Et tu as une nappe qui est par terre, avec 4 bouteilles, une bouteille, j'imagine, d'huile de palme peut-être, une petite bouteille de quelque chose d'autre. Bref, tu as 5 éléments qui sont sur une nappe. Et tu sais, les deux images sont superposées comme ça. Il te dit, et là mon fils me dit, oui, c'est ça l'Afrique. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on veut montrer. J'ai dû prendre le temps de le dire, écoute, je vais taper, je vais te montrer, hein, c'est pas pour être de mauvaise foi, mais je vais taper Soudan sur Google cuisine. Et là, tu vas voir de quoi on parle. Exactement. Et là, tu vois toute la culture culinaire, tout ce que eux ont à apporter en termes de cuisine. Et il a compris qu'il y a une diversité. Et puis j'ai dit pire encore. Tu as vu, ils t'ont montré le désert et ils t'ont montré une nappe par terre. J'ai dit, je tape le Soudan. Je suis même pas allé bien loin. C'est que tu vois la capitale, tu as les immeubles, tu as les buildings, tu as tes ponts, tu as des infrastructures. Donc, il faut sortir en fait de ces codes-là. Donc, eux étaient malheureusement dans ça. Et donc, le changement avec l'Afrique a été différent. Ouais. Maintenant, ça veut dire que quand ils arrivent en Afrique, ils ont un regard critique. Moi, j'ai mon fils, il me dit mais papa, pourquoi ici c'est moche? Pourquoi ils ne terminent pas leur construction? Pourquoi les routes ne sont pas finies, etc. Donc, il a fallu travailler aussi dessus. Ça n'a pas été simple. La chance que nous, on a eue, c'est que... Bon, oui, je dis la chance. On les a mis dans l'école française. Donc, ils sont là avec des amis qui, eux aussi, sont français, qui ont à peu près la même histoire qu'eux. Donc, très rapidement, ils ont créé leur petite communauté. Oui. Et après, ça va vite. Quand tu es à l'école, tu te fais des amis, tu commences à oublier le contexte dans lequel tu es.
mais c'est là. Et donc, toi, tu dois travailler dessus avec tes enfants, même au niveau de la nourriture. Moi, j'ai l'un de mes fils, et au départ, il avait du mal à manger. Il se nourrissait pas. Il me disait, mais papa, quand est-ce qu'on va au McDonald's? Quand est-ce qu'on va manger au Pizza Hut? Quand est-ce que? Ouais. J'ai dit, bah non, ici on mange de l'igname, de la pâte, des l'igname pilé, poisson. Donc, ça l'a gêné. Il dit, non, mais moi, Mais je je suis pas pense ça. que dans 5 ans, ce sera des vrais Béninois. Dans 5 ans, j'en ferai Ils des auront- efforts. Exactement. Dans 5 ans, j'en ferai Ils seront dans la moule et tout ira très, très, très bien, j'en suis sûr, parce qu'ils ont un papa comme ça. C'est sûr que, voilà, ça va pas, ils seront pas loupés. Donc, En tout cas, on travaille dessus. exactement. Merci beaucoup, Freddy. Ben, moi, j'étais contente de découvrir ton environnement, découvrir ton entreprise, puisque je pense que ça va apporter aussi aux Béninois, parce que c'est ton choix de pouvoir justement aider la population, et tu crées quelque chose, en fait, pour pouvoir faire vivre beaucoup de personnes dans ce pays. Et c'est très noble de ta part. Donc, tu es sorti de ta zone de confort pour Tout à fait. pouvoir justement vivre une autre vie avec ta famille. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très bien. Donc, félicitations. Moi, je te souhaite bonne continuation. Et puis, c'est sûr, on va te suivre, on va voir la continuité des choses. Et je pense qu'il y aura encore des choses à dire. Dans 5 ans, on sera assis là pour savoir comment évolue ta société. Merci infiniment. Quant à nous, ben, le reportage s'achève, pardon. On se retrouve très, très bientôt, puisque c'est pas fini, le Bénin pour nous, et on va vous présenter encore d'autres portraits très intéressants aussi. Et puis, vous allez vous régaler. À, à bientôt.